Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bonjour, nous sommes à Châtel, commune de Haute-Savoie, voisine de la frontière suisse, au cœur du massif du Chablais, aux confins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Petit village qui a su garder son authenticité, Châtel est une station de sport d'hiver et de sport d'été dont le domaine fait partie des Portes du Soleil, un domaine que l'on pratique l'hiver à ski ou l'été en VTT ou en randonnée. Ces activités outdoor et ce patrimoine, nous allons le découvrir au cours de cette journée. Et nous découvrirons également ces alpages qui font aussi la fierté de ce territoire de montagne. Ces alpages abritent la race d'Abondance. Ce sont des vaches dont le lait permet la production du fromage du même nom, fromage au lait cru, qui est une richesse de ce territoire. Et nous découvrons tous les secrets de fabrication avec ces producteurs qui également, avec cette activité, façonnent ce territoire, ces alpages, que l'on peut dévaler à ski l'hiver. Et pour découvrir ce territoire, je serai accompagné de Mehdi Rouillet. Mehdi Rouillet, c'est la voix de Radio Châtel. Et je vous le présente. Mehdi, bonjour. Salut Laurent, c'est un grand plaisir. Bon. Mehdi, vous êtes châtelain depuis combien de générations pour me servir de guide? 0. J'ai le grand plaisir de ne pas connaître tout à fait les environs, de n'être pas châtelain de naissance et même pas haut-savoyard parce que j'arrive de la cité du bon roi Stanislas en Lorraine. Mais, de Nancy de Nancy, ouais. Mais par contre, j'ai pu rencontrer pas mal de gens dans le coin qui, eux, ont les infos. Et moi, ce que je peux faire, c'est t'emmener voir les rencontrer, discuter un petit peu avec eux. Avant de faire ce petit périple, quel est votre parcours pour arriver jusqu'à Châtel? Vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes un journaliste, un animateur? C'est gentil de dire ça. Je suis musicien. Il y a eu une période récente où il était compliqué de pouvoir faire de la musique live, on va dire. Et j'ai profité de ça pour partir en France et en me disant dans quel endroit j'ai envie de vivre. Et entre le truchement, un mélange de hasard et de nécessité a fait que la montagne, dans un premier temps, et Châtel en particulier qui a répondu au coup de fil. Et ça m'a permis de venir ici pour diffuser chaque matin du rock'n'roll. Et je le vis plutôt bien. Alors on le voit autour de nous, il y a plein de VTTistes qui partent à l'assaut des montagnes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas sportif à Châtel par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas sportif? On peut se passionner pour le fromage, mais je suis sûr qu'il y avait déjà cette idée peut-être au moment de la question. On peut aussi juste aller se promener dans les alpages et voir le fromage à sa source, c'est-à-dire les vaches et entendre les topines, les cloches. On peut croiser des musiciens assez souvent. Tu croiseras peut-être aussi des gens qui ont des longs didgeridoo, des corps des Alpes en réalité, et c'est un instrument assez fascinant. Je dirais que si tu soulèves des rochers et il y a toujours un truc à trouver. C'est aussi très riche au niveau culturel visiblement. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a cette idée que tu montes un truc et tu arrives en Suisse aussi avec, comme on pourrait avoir au Pays Basque, un truc français et espagnol qui ont fait une culture mixte. Et ben là il y a culture française, culture suisse et cet espace un peu hybride où les deux se sont rencontrés, ont échangé des trucs et ça crée quelque chose d'un peu particulier. Mehdi, je vous propose, je vais me mettre dans votre roue et on va rejoindre notre premier invité. Ça me paraît parfait Laurent. Et ce premier invité, c'est Nicolas Rubin. C'est ça Laurent. Nicolas Rubin, maire de Châtel, premier vice-président du conseil départemental de Haute-Savoie, enfant du pays et qui s'implique pour le tourisme et la montagne partout où il passe. Nicolas Rubin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dresser en quelques mots la carte postale de Châtel pour donner envie aux téléspectateurs de venir séjourner dans ce bel écrin de verdure? Quelques mots, ça va être compliqué. Vous êtes ici à Châtel, donc petit village situé au fond de la vallée d'Abondance, à la frontière suisse, à un côté du canton du Valais, 1250 habitants, qui évolue démographiquement évidemment le temps des saisons, été comme hiver et même les intersaisons, et qui a la chance d'être un village né village et devenu station, construit autour de ce magnifique paysage, avec au cœur d'un domaine skiable des Portes du Soleil, domaine skiable franco-suisse. Et la force de Châtel est celle d'avoir encore une très forte activité agricole dans une vallée qui porte un nom de générosité, celui d'Abondance,
avec une race au même nom, la vache d'Abondance, et un fromage au même nom, le fromage d'Abondance, qui est connu et reconnu et très apprécié au goût. Justement, vous parlez de cette forte tradition agro-pastorale du fromage d'Abondance. Chatel, c'est aussi une station touristique, ça fait beaucoup de richesses à partager. Oui, elles sont complémentaires, hein. Elles se partagent évidemment, elles sont complémentaires, ce qui fait la force d'attractivité d'un village devenu station. On a la possibilité d'offrir à peu près toutes les prestations à une clientèle qui aime la montagne par excellence sur toutes les saisons, puisque toutes les saisons sont belles à être parcourues. Et effectivement, ici, nous avons un esprit familial. C'est ce qu'il faut souligner ici. C'est vraiment l'esprit familial de référence qui anime aussi nos saisons. Et on y attache, je dirais, une énergie particulière. On dit souvent de Chatel que c'est la plus suisse des stations françaises. Qu'est-ce qu'offre cette double culture, j'allais dire au quotidien, population locale, et dans l'offre touristique ? Déjà par sa situation géographique, je vous l'ai dit, on est à la frontière suisse, situé au cœur du domaine skiable franco-suisse des Ports du Soleil, et puis on a un attachement particulier avec nos amis suisses et voisins de l'État du Valais. C'est vrai que c'est des gens avec qui on partage beaucoup de choses, hein, au niveau du patrimoine, de l'histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a à peu près 70 ans, les Ports du Soleil, où on passe de France en Suisse. Alors à ski, à VTT et à pied, on traverse les frontières, on les devine, on ne sait même pas où elles sont, tellement elles sont virtuelles, tellement on est habitué à travailler et à échanger des choses ensemble. C'est toute une histoire qui s'est installée ici dans le temps, elle se perpétue avec les générations qui arrivent. Alors vous parliez de la ligne de partage, cette frontière, justement avec un enjeu aussi crucial que l'abondance. J'allais dire, comment s'est fait cette frontière. J'ai cru comprendre que les Suisses avaient été parfois un peu plus gourmands que les Français. Oui, il y a une histoire là-dessus au niveau des frontières. Alors une histoire qui se raconte, ça dépend avec qui on échange sur le sujet. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Bizarrement, les frontières en montagne, elles sont toujours situées sur les hautes crêtes. Donc d'un côté de l'arête ou de la crête, on est en France, et de l'autre côté, on est en Suisse. Bizarrement, ici, les Suisses se sont un peu étendus sur le territoire français, avec une découpe assez bizarre où vous pensez marcher en France, la logique voudrait qu'on se croie en France, et vous croisez une borne frontière suisse. Et là on se dit tiens, il doit y avoir une erreur d'implantation, et non, c'est vraiment la réalité du terrain, mais c'est encore une fois ce qui fait faire en sorte qu'on s'entend très bien finalement, parce que quand la Suisse empiète un peu chez nous, et puis peut-être la France dans d'autres secteurs, vous voyez un peu le lien que ça peut faire entre ces deux pays. Nicolas, merci pour cette belle carte postale. Merci à vous. Mehdi, c'est quoi le programme maintenant ? Alors, on a fait un tout petit peu de vélo pour venir jusqu'ici, on va faire un peu plus de vélo et on va aller rencontrer des gens qui en font eux presque toute la journée, qui sont spécialisés soit dans l'installation justement de ce bike park ou justement ceux qui le pratiquent et qui pourront parler un peu plus en détail aux grands sportifs que tu es. Je te propose de prendre nos vélos qui ont été rechargés en avoine et en eau. Avec plaisir. Pour ce moellon Florent. Comme tu le vois Laurent, il y a plus de vélos maintenant. Je vais pouvoir te présenter François, la lumière de l'obscurité ici à Chatel, le responsable du bike park et qui a shapé les pistes que Mathéo, ambassadeur du vélo pour Chatel, va descendre et descend obligatoirement. Je te les laisse parce que je crois que tu avais des questions à leur poser, toi qui te passionnes un peu pour les choses de descente et les sensations. Je suis un néophyte, mais donc là on est au sommet du bike park. François, c'est quoi un bike park ? Donc oui, comme tu dis, là, ici on est à la station intermédiaire de Chatel, lieu dit c'est Plaine Rance, où il y a une partie des pistes qui débute ici. Le bike park, c'est un peu sur le même principe que l'hiver. On a toute une série de pistes qui sont accessibles par le télésiège. Elles sont classées par couleur en termes de niveau de difficulté. Comme en ski, noir difficile, rouge moins difficile, verte et bleu, enfin bleu et Ouais, vert. voilà, c'est ça. Du coup, après nous, notre job, c'est de préparer ces pistes en amont, de les régler, de préparer les virages relevés, les sauts. L'objectif, c'est que ce soit fluide, de manière générale. Mathéo, tu es pilote professionnel. C'est quoi le quotidien d'un pilote ici à Chatel ? Je dirais c'est rester en bonne santé, éviter les crashs, se faire plaisir. Je pense que le bike park, ou en tout cas le vélo comme on le pratique ici, c'est aussi un sport très fun, très loisir. Donc on essaye de se retrouver avec beaucoup d'amis, beaucoup de potes qui sont de tout horizon. Il y a des gens qui viennent de toute la France, de l'Europe ici. Donc c'est super cool, c'est un peu comme un pèlerinage chaque année d'en venir ici et de rouler avec les potes. François, on parle beaucoup du VTT électrique. En quoi l'arrivée de cette pratique a démocratisé l'activité ? Donc du coup, ça c'est quelque chose qui s'est rajouté par rapport à l'activité bike park.
On va dire que c'est quand même un moyen de faire découvrir, on va dire, la montagne et les itinéraires en montagne à un public un petit peu plus large. C'est quand même vraiment plus simple de monter sur les sommets, sur des lacs d'altitude ou des restaurants d'altitude. Donc du coup on essaye un petit peu de développer des parcours, ça se fait de plus en plus dans les montagnes de façon générale. On a l'événement Passport qui met un petit peu en avant cette activité, on essaie de proposer des parcours. Les années précédentes, il y avait un parcours e-bike par exemple sur la Passport. Là maintenant, on va passer peut-être sur 2 parcours. Ça mérite quand même une initiation? On part pas comme ça avec un vélo électrique? Alors oui, de toute façon, c'est un peu particulier. Il y a de la motricité, donc si on n'en a jamais fait, c'est un peu particulier. Ensuite, on se retrouve quand même en montagne, sur des chemins avec de la pente et du caillou. Donc moi, je conseillerais quand même de passer par un moniteur pour apprendre. C'est un peu comme le ski. C'est pas parce qu'on est en e-bike que c'est plus facile que le bike park. On se retrouve aussi des fois dans des endroits isolés. Contrairement au bike park où les secours sont pris en charge, il y a toute une infrastructure qui est organisée pour prendre les gens en charge en cas de chute, quoi. Mathéo, tu es un spécialiste de la descente, c'est une activité reine ici. Si tu avais 3 conseils à donner à un néophyte, quelqu'un qui veut faire sa première descente, c'est quoi? Alors je rejoindrai Fouet sur le fait de vraiment prendre un guide, un moniteur, quelqu'un qui peut vous donner les bases. C'est très facile de griller des petites étapes, donc super cool si vous avez quelqu'un qui peut vous donner les bons tips, toutes les petites choses à savoir qui sont vraiment des fois compliquées à faire tout seul. Et puis jamais rouler au-dessus de son niveau, je dirais. C'est très facile de s'enflammer, de voir les potes qui roulent un peu plus vite et de se faire mal. Et puis de toujours être là pour apprécier à la base. Et porter toujours un casque protection. Et des protections. Ça, on est d'accord. C'est la base. C'est un minimum. Là c'est vraiment c'est grosse protection, gros casque. On essaie d'avoir la dorsale au moins, les genouillères et puis plein d'autres choses s'il faut. François et Mathéo, merci pour vos explications. On va laisser Mathéo se laisser glisser dans la descente. Exactement. Ça doit quand même envoyer la descente. Ça envoie sévèrement du bois. Laurent, je te propose comme thème la vitesse et la célérité, j'ai l'impression. On prend de la hauteur, tu vas découvrir d'autres sensations et d'autres activités ici à Châtel. Avec plaisir. Poursuis-moi seulement. Là, Laurent, ce que tu viens de voir, c'est l'héroïque départ du Fantasticable, le câble que tu as pu apercevoir un peu plus tôt déjà dans la vallée. Pour t'en parler mieux que moi, je vais te présenter Bernard. Bernard, c'est le directeur du domaine skiable. Là, comme il n'y a pas trop de neige en ce moment, il aura un peu plus de temps pour te parler en détail de ce qui se passe ici avec ce câble et d'autres choses. Bernard, Laurent. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent. Ce Fantasticable, c'est une remontée mécanique, c'est quoi? Ou une descente mécanique, comment vous appelez ça? C'est une descente par câble, c'est-à-dire que c'est une opération tout à fait particulière. D'habitude, les gens remontent le long d'un câble avec des télésièges. Il y en a plusieurs dans notre domaine. Et là, ils descendent à pleine vitesse, jusqu'à 120 km/h pour les plus initiés. Sur quelle distance? 2 fois 1200 mètres. Il y a un premier passage, puis après ça, un second, où ils repartent, ils se raccrochent et ils repartent pour un moment de bonheur. Châtel a été un peu précurseur dans cette activité, mais c'est une activité uniquement estivale? Alors c'est une activité effectivement où Châtel a été précurseur. En 2000, s'est construit la première ligne. En 2002, la seconde ligne. Au début, c'était surtout pendant l'été et ça marchait très bien. Puis ensuite, on a pris le pari que ça intéresse les clients aussi pendant l'hiver. L'hiver, il n'y a qu'une seule ligne. Pourquoi? Parce qu'on arrive d'une piste à une piste. Forcément, oui. Alors que la deuxième arrivée arrive au milieu d'un domaine non exploité pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres activités spécifiques, originales que propose Châtel? Sur l'été, oui, bien entendu, on a d'autres activités. On a bien sûr notre Bob Luge, on a notre Fun Bike. Le Fun Bike, c'est avec des vélos BMX et un parcours où à un moment, il y a un pas de tir et on peut faire comme un biathlon, mais on n'est pas sur des skis, mais sur un vélo, avec des agrès à 10 cm du sol, très ludique, très simple, pour que les gens maîtrisent les vélos, puissent apprendre et ensuite puissent partir sur le domaine. Et Châtel, c'est pas que l'été quand même. Châtel, c'est l'été, mais c'est aussi l'hiver, et je dirais presque surtout l'hiver. Il fut un temps, on n'avait presque que l'hiver, mais on a choisi depuis plusieurs années de se développer à l'été. Mais l'hiver, c'est énormément, donc nous sommes ici au milieu des Portes du Soleil. À notre droite, on a le domaine d'Avoria, donc c'est les 2 grandes stations des Portes du Soleil. Et effectivement, on a 650 km de piste, on a de l'enneigement de façon très forte et une garantie de neige pendant toute la saison d'hiver.
Bernard, quel est le profil du vacancier qui vient séjourner à Châtel? Le profil est très large. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des sportifs. Et tous ces gens se retrouvent sur le domaine, que ce soit l'hiver, l'été. Ils sont régis, ils sont bien séparés pour qu'ils soient tranquilles les uns et les autres. Et sur le domaine, des surfeurs, des skieurs, etc. Pour prendre des congés, des vacances tranquilles, apaisants, où on découvre une montagne merveilleuse. C'est une station familiale? Oui, je dirais familiale dans le dynamisme. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, vous avez ici tous les jeunes qui font beaucoup de VTT, etc. Mais de l'autre côté du domaine où on partira tout à l'heure, il y a beaucoup de familles qui viennent contempler la montagne en tranquillité. Ils prennent le télésiège, ils vont au milieu de la montagne, ils passent l'après-midi à se promener au milieu des animaux, au milieu des fleurs, de tout ce qu'ils veulent. Un décor exceptionnel. Un décor, voilà, merveilleux. Mais alors aussi, c'est pendant l'hiver, des familles, bien sûr, des colonies de vacances. On est vraiment la station qui a le plus de colonies de vacances avec la Chapelle d'Abondance. Et beaucoup de jeunes, d'écoles de neige, etc., qui viennent nous voir. Et des familles. Une famille standard, c'est des clients de 40, 45 ans avec 2 enfants qui viennent découvrir et qui se rappelleront d'un moment magique et qui voudront revivre. Je reviens à l'été. Comment on gère la cohabitation entre le VTT, la randonnée, les trailers? On les sépare avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un client qui est un promeneur, il veut être tranquille, il ne veut pas voir passer un vélo à toute vitesse à côté de lui. Donc ce domaine est réservé aux vélos. L'autre domaine de l'autre côté est réservé aux promeneurs qui peuvent justement avec notre multipass profiter du domaine et se promener en toute quiétude. Il y a des fois un vélo électrique, mais rien de plus, des gens courtois qui respectent les familles. Bon, on le teste ce Fantasticable? Ben volontiers. Hein, tu es prêt? Prêt. Je dois dire que c'est vraiment une belle émotion ce Fantasticable. Mais je sais pas toi, moi j'ai un petit creux là. En toute sincérité, moi aussi. Et je suis un peu ravi que tu en parles d'ailleurs. J'avais envisagé peut-être, si tu le veux bien, avant qu'on déguste l'objet dont à propos duquel, qu'on puisse peut-être avoir quelques informations sur le sujet. Il y a un agriculteur, c'est Julien David, qui nous attend pour en parler. Il a une sorte de passion pour le partage parce qu'en plus d'être agriculteur, il fait déguster ses programmes. Il est parti à Paris pour montrer des choses sur la fabrication de fromage d'abondance. Ça ne prendra qu'un instant et ensuite on mange. Je suis ravi de le rencontrer en tout cas. Il nous attend juste là. Julien, merci de nous accueillir dans votre grand jardin, non loin de la ferme-restaurant. Elles sont où ces fameuses vaches d'abondance? Eh ben, elles sont juste derrière vous, là. Donc, elles passent toute la journée en champ dans cet alpage où on reste de fin mai à fin octobre. D'accord. C'est pas encore l'heure de la traite? Pas tout à fait, encore 2 heures à peu près. Donc là, elles restent tranquilles et puis on ira les chercher à 16h30. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'attention, cette race de vaches? Oui, bah, toutes les races de vaches, hein, pas uniquement l'abondance. Donc nous, sur notre exploitation, on a 50 vaches laitières à s'occuper. C'est vrai qu'il faut avoir en permanence un œil dessus et vraiment veiller à leur bien-être. C'est tout l'intérêt de notre métier. Revenons à l'histoire de ce fromage. Comment est née cette richesse de ce territoire? Alors le fromage d'Abondance, il est né ici dans la vallée d'Abondance, plus précisément à l'abbaye du village d'Abondance. L'histoire de moines. Exactement, donc confectionné au début par les moines. Et puis au fil des années, c'est les agriculteurs, donc soit en fabrication fermière à la ferme avec le lait d'un seul troupeau, soit en fabrication laitière, donc dans des fruitières avec le lait de plusieurs troupeaux. Il a toujours été fabriqué de ces 2 façons-là. Et depuis 1990, il bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Ce fromage, il y a plusieurs façons de l'agrémenter, mais il y a une recette qui fait foi, c'est le Berthoud d'Abondance. Il paraît que vous êtes le détenteur de cette recette. C'est quoi ce Berthoud d'Abondance? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment le détenteur, mais c'est une recette qui, elle aussi, est originaire donc, de la vallée d'Abondance, un peu même de Thonon-les-Bains.
Elle aurait été inventée donc, dans un restaurant de Thonon par la propriétaire dont le nom de famille était Berthoud. Elle servait ça aux personnes qui voulaient manger assez rapidement. Donc c'est une recette qui se fait à base de fromage d'abondance, qu'on fait fondre avec du vin blanc, du madère, de l'ail et du poivre dans une petite soucoupe en porcelaine, et qu'on mange avec principalement des pommes de terre et de la charcuterie. Et cette recette est protégée par un label spécialité traditionnelle garantie depuis 2020. Merci Julien, on va vous laisser vous occuper de vos bêtes. Et dis donc, moi cette recette du Berthoud, ça m'a mis en appétit là. Je te laisserai pas quitter la vallée sans que tu essayes, c'est évident. Alors je te propose, sans plus tarder, on marche un petit peu et puis on mange. En plus, tu as fait un peu d'activité sportive ce matin, je crois. Ça m'a creusé. Merci encore. Laurent, tu étais affamé, je t'avais garanti que tu serais nourri. Oui. Tu étais en attente de pittoresque et je pense que tu as été fourni. Et notre père nourricier ce midi, c'est Tataï qui est juste là. Et je crois que tu avais quelques questions pour lui. C'est vrai que cette croûte au fromage était tombée par terre, ce Berthoud a dormi. C'est vrai que tu as pris les deux plats. Mais j'ai envie de demander, Michel, pourquoi ce surnom de Tataï? C'est mon surnom de Tataï. Déjà, je m'appelle Mermi Michel. Et c'était quand j'étais à l'armée. On fait une incorporation pour une visite médicale et le gars qui était en face de moi, il me dit « Tu viens d'où ?» Je dis « Châtel ». Il me dit « C'est où Châtel ?» Je dis « Vers Avoriaz, à côté d'Avoriaz, au-dessus de Thonon-les-Bains ». Et il enchaîne derrière et il me dit « Tu connais Tataï ?» Alors moi je dis « Il n'y a pas de Tataï en Châtel ». Et après, il a repris derrière, il m'a demandé « Ton poids, tu connais ?» Alors j'ai compris que ma taille, c'était ma longueur. Voilà. C'est pour ça que le nom, il est resté comme ça. Un surnom, quoi. Un surnom. Vous avez un troupeau d'abondance. Qu'est-ce que vous aimez chez ces vaches? Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? C'est des vaches qui vont, par exemple, dans notre alpage qui est un petit peu pentu, qui sont robustes, qui résistent au froid, qui est montagnarde parce qu'elles ont les pieds pour. C'est pas comme la race de Montbéliard qui est un petit peu plus en plaine. La Tarine, c'est exactement la même chose. C'est des vaches qui sont un peu comme des chamois, mais après c'est très intéressant. Mais moi, la particularité de ces bêtes-là, c'est qu'elles ont du caractère, puis elles ont déjà des cornes. Ah, ça vous aide. Moi, Michel, avec votre troupeau, au-delà du bon fromage que vous produisez, vous participez aussi à l'entretien des paysages, des pâturages, des alpages. C'est une fierté pour vous? Ouais, c'est une fierté parce que la première des choses, déjà, c'est pas ce qui va l'entretenir, le pâturage, c'est même pas nous. Nous, on peut participer, mais ce qui est primordial, c'est d'avoir notre troupeau qui sont des débroussailleuses, qui nettoient comme ceux qui font leurs pelouses et tout. Et s'il n'y a pas de bêtes dans les alpages, on est toujours à la merci de payer des sociétés pour qu'ils aillent entretenir les alpages pour pas les avalanches. Mais nos traditions qu'on a eues avec nos parents et tout, ils nous ont déjà appris ce truc-là, c'est qu'une vache, elle n'est pas en montagne pour faire plaisir ou en carte postale. Elles sont là pour nettoyer les pâturages, pour que la neige elle glisse pas sur l'herbe couchée. C'est tout bon pour les pistes de ski aussi quand il y en a. C'est tout bon pour les pistes de ski, c'est bon pour tout. Donc les bêtes, si elles sont là, c'est pas pour rien. En tout cas, Tataï, merci, on s'est régalé à la ferme auberge du Mouet. On vous conseille de venir ici goûter ce bon fromage. Merci Tataï. Et Laurent, si tu le veux bien, j'ai préparé une dernière surprise pour toi qui nous attend pas très loin. Et je sais pas, peut-être tu entends déjà ces cloches de vache. C'est un appel. Je propose d'aller les rejoindre tout de suite. On y va. Mehdi, nous arrivons au terme de cette escapade verdoyante. Tout à fait. Si tu avais une dernière activité à me conseiller? On en a parlé, c'est vrai que c'est la dernière surprise, c'est la dernière activité de la journée. Je te propose le truc immanquable à faire à Châtel, c'est ne rien faire. Et peut-être prendre juste un instant pour se mettre au soleil, sur un muret un peu chaud comme un lézard, et regarder ça. Et d'un seul coup d'œil, tu peux voir le village, tu peux voir le lac de Vaune qui est au sommet là-bas, tu peux voir le début des pistes de Linga qu'on a contournées aujourd'hui. Tu peux ne pas le voir, mais tu peux deviner que derrière, il y a le câble que tu as dévalé tout à l'heure.
Au loin, on voit les dents du Midi. J'aimerais pouvoir te nommer chacune d'entre elles, mais je ne peux pas. Mais je sais qu'à l'Est, il y a la cime de l'Est. C'est un moyen mémotechnique infaillible. Et le dernier truc que je peux faire, moi, pour te donner ce dernier cadeau, c'est me taire et puis écouter un mélange de topines, cloche de vache et de petits grillons. Et merci Laurent pour avoir fait jouer le jeu toute la journée. Merci à toi de m'avoir guidé sur ces chemins de traverse et sur ces alpages magnifiques. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.